Cette vidéo explique les principaux points à considérer quand on fait un système de distribution d'air comprimé. Je vais donc simplement lire ce document-là puis le bonifier à mesure qu'on en fait la lecture. Un système d'air comprimé, en fait, le but, c'est qu'on veut que l'utilisateur à la fin ici ait l'air comprimé qu'il a besoin avec la bonne pression et le bon débit. Donc, pour ça, ça prend un système de compresseur, de filtration, d'assèchement de l'air, de réserve et tout ça. Donc, le document ici, on va d'abord parler de l'importance du débit de l'air comprimé, ensuite de la pression de l'air comprimé, la qualité de l'air, le type et la quantité des compresseurs et la distribution d'air comprimé. C'est vraiment important de comprendre la différence de notion entre le débit et la pression. Le débit, imaginons qu'on veut éteindre un feu d'un immeuble, puis on a une hausse de jardin. Fait que même si on a beaucoup de pression dedans, bien, il n'y aura pas beaucoup de molécules d'eau qui vont se rendre au feu si on a une petite hausse de exemple, un demi-pouce de diamètre. Fait que même si on a beaucoup de pression, ça prend beaucoup de débit pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour éteindre un feu. Puis la pression, bien, c'est l'autre caractéristique. Imaginons qu'on va toujours éteindre le feu d'un immeuble, puis on a une grosse hausse de 4 pouces de diamètre, mais on n'a pas de débit qui coule. On a vraiment quelques gouttes à la minute qui coulent. Bien, même si on a beaucoup de pression, il n'y aura pas beaucoup de gouttes qui vont se rendre au brasier. Donc, c'est vraiment important de distinguer les deux, pression et débit, puis la relation qu'on a entre les deux, pour avoir le système d'air comprimé qu'on souhaite. Donc, pour calculer le débit, il faut en premier savoir c'est quel équipement qu'on va avoir, puis placer où et de quelle façon ça va être utilisé. Parce que dans une usine, par exemple, il y a beaucoup de sorties d'air comprimées, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout être utilisés en même temps. Un peu comme dans une maison, vous avez plusieurs prises de courant, mais ce n'est pas parce que tu as une prise de courant que tu as déjà un moteur ou un frigidaire ou une lampe d'accrocher dessus et qui fonctionne tout le temps. Tu sais, c'est juste des possibilités d'utilisation, des points d'utilisation, mais ça ne veut pas dire que c'est utilisé tout le temps. Donc, une grosse erreur à faire, c'est ça de dire, ben moi, je calcule toutes mes sorties d'air puis tous mes instruments qui fonctionnent en même temps, puis voici ma débit, mon débit total que j'ai besoin. Ça serait de vraiment surdimensionner le système pour rien. Puis pourquoi on ne veut pas surdimensionner un système? Ben, c'est parce que l'air est gratuite, mais l'air, une fois comprimé, elle n'est plus gratuite parce qu'on l'a comprimé, après ça, on l'a filtré, séché, entreposé. Ça prend de l'énergie, ça. Fait qu'on ne veut pas gaspiller de l'air. Donc, pour faire un calcul de débit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder le load factor. Ça, c'est l'utilisation de l'outil. Puis, on le multiplie par le full rated power en CFM de l'outil. Donc, supposons on a un grinder ou une meule, exemple ici, qui fonctionne, exemple, à, je sais pas, 100 CFM, mais si le grinder ou si la meule est utilisée sans qu'il y ait de force appliquée sur un matériau, bien, elle va tourner bien vite, puis elle va consommer beaucoup d'air. Alors que si elle est appuyée fortement contre la pièce à meuler, bien, elle va tourner moins vite, elle va prendre moins d'air. Il faut être capable d'estimer ça va être quoi l'utilisation de la meule, par exemple. Donc, le load factor, ça va être, mettons, on l'utilise à 80 %, puis, mettons, il y a 100 CFM selon les spécifications du manufacturier, bien, on va faire 80 % à 100 CFM, ça veut dire que le débit moyen va être de 80 CFM. Fait que ça, on a le débit moyen pour l'outil. Mais un coup qu'on connaît le débit moyen pour l'outil, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser 100 % du temps, tout le temps. Fait que là, il faut être capable d'établir le débit requis de la station en prenant le temps d'utilisation. Fait que si on l'utilise 10 minutes par jour, bien, on fait 10 minutes par jour fois le débit moyen. Fait que ça, on va être capable un peu de voir c'est quoi le débit qu'on a besoin. Puis ensuite, qu'on connaît le débit moyen, bien là, on peut faire une généralité de l'ensemble des utilisateurs. Si, mettons, on connaît le débit moyen d'un outil, puis on sait que dans l'usine, on a une meule, par exemple, bien, même si on a 20 places qu'on peut l'utiliser, bien, elle va être utilisée juste une fois, un outil à la fois. Donc, ça ne peut pas être utilisé 20 fois en même temps. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire de règle de pouce. C'est important aussi de ne pas juste y aller avec nos calculs, parce qu'on peut vraiment surdimensionner le débit qu'on a besoin. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que la référence est une référence semblable à un atelier d'usinage. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour de l'air comprimé.
Souvent, c'est quand on fait des changements d'outils, on a besoin d'une assistance d'air comprimé. Puis pour le pistolet souffleur qui va juste comme nettoyer la pièce de temps en temps, mais ce n'est pas une grosse demande. Pas autant qu'un atelier de peinture, parce qu'il y a beaucoup de demandes à cause du pistolet qui peinture. Vous avez des polisseuses qui peuvent fonctionner à l'air comprimé, le sandblast aussi. Fait que ça dépend vraiment du type d'utilisation. L'autre point à considérer, c'est la variabilité de la demande. Si, par exemple, il n'y a pas beaucoup de demandes à longueur de journée, sauf quand une machine fonctionne 5 minutes par jour, par exemple, pour un nettoyage ou pour une vidange quelconque, bien, nécessairement, c'est peut-être pas utile de prendre un gros compresseur juste pour cette petite pointe-là. Alors, peut-être que c'est préférable d'avoir un plus petit compresseur avec une grosse réserve d'air, un gros réservoir. Puis quand cette demande-là elle arrive, bien, le réservoir est capable de contenir la pointe. Ou on peut prendre un gros réservoir, un gros compresseur avec un petit réservoir d'appoint qui va être juste là pour combler les demandes ponctuelles des pointes. L'autre point à considérer, c'est la pression d'air. Tout comme avec le débit d'air, il faut connaître les besoins en pression d'air de chacun des points d'utilisation. Donc, pour qu'un bérin ait la force qu'on souhaite qu'il ait pour être capable de pousser la charge qui est censée pousser, qu'un moteur ait assez de torque ou qu'un pistolet souffleur, pas souffleur, mais un pistolet dans une usine de peinture ait les caractéristiques qu'on souhaite. On ne veut pas que la peinture soit trop clairsemée ou qu'elle soit trop dense et qu'elle fasse des coulisses. Donc, ça prend une pression qui est stable. Puis aussi, on veut que les régulateurs de pression opèrent dans sa plage optimale. Si, par exemple, on met un régulateur de pression devant un pistolet à peinture, puis on veut que le pistolet ait, comme par exemple, 50 PSI, mais si la pression en amont du pistolet varie entre 120 PSI et 80 PSI, bien, le régulateur va faire une moins bonne ouvrage pour régulariser à 50 PSI. Donc, il faut connaître la pression d'air qu'on souhaite au début avant le régulateur, puis on veut aussi une pression d'air qui va être constante aussi, pour ne pas forcer des régulations un peu inadéquates dans le reste du système. Puis là, il ne faut pas dire, on va mettre de la pression à 150 PSI, par exemple, on va la mettre en masse, puis c'est sûr qu'on va en avoir pour tout le monde. Ce n'est pas une bonne idée, parce que comme dans les règles du pouce ici qu'on peut voir, c'est que pour un compresseur à déplacement positif, comme un piston, par exemple, bien, chaque augmentation de 2 PSI implique une augmentation de 1 d'énergie au compresseur. Donc, si vous faites une surpression de 20 PSI, par exemple, dans un système, bien, il va y avoir un coût énergétique de 10 supérieur. Donc, on ne veut pas nécessairement plus de pression parce que ça a des coûts énergétiques. Puis aussi, ça crée une demande artificielle en air. Parce que, par exemple, si vous avez des pistolets souffleurs à vos stations, puis les personnes les utilisent juste pour souffler des copeaux, par exemple, qui traînent sur une pièce, bien que ce soit à 120 PSI ou 100 PSI, ça revient pas mal au même pour l'ouvrage qu'il y a à faire, sauf qu'il y aura pas mal plus de débit qui va sortir, donc plus de pertes en air comprimé. Donc, c'est important de connaître les besoins en pression à chacune des stations, puis designer ou concevoir le système en conséquence. Une des caractéristiques qu'il faut prendre en compte, c'est la perte de pression ici. Fait que la perte de pression, elle peut être due ou la variation de pression peut être due à certains facteurs, dont la friction avec le tube. Voyez-vous, s'il y a un écoulement de fluide comme ça ici, bien, le fluide entre la partie centrale, où l'écoulement est maximal, et le paroi du tube, bien, on voit que ici, la vitesse ça va être plus faible parce qu'elle elle doit combattre la friction qu'elle a avec le tube, alors qu'à l'intérieur ici, le débit est plus grand. Donc, la perte par friction avec le tube va être un des facteurs qui va créer une perte de pression. L'autre facteur qui peut influencer la pression dans un tube, c'est l'effet de Bernoulli. Bernoulli dit que plus qu'un fluide se déplace rapidement, plus la pression dans celui-ci diminue. C'est le principe qu'on a vu avec comme un aile d'avion, par exemple. Donc, si l'avion, s'il y a une particule qui va ici, qui se déplace plus vite que celle d'en dessous ici, bien, la vitesse des particules au-dessus de l'aile va être plus rapide, donc la pression va être négative, donc l'aile d'avion va chercher à faire lever l'avion. Fait que ça, c'est vrai quand il y a un débit. S'il n'y a pas de débit, c'est sûr que Bernoulli, on ne s'en occupe pas. Puis c'est sûr que la perte de la friction non plus, on ne s'en occupe pas vu qu'il n'y a pas de débit. Fait que ça peut être le temps de l'écoulement qu'il peut y avoir une perte en pression due à la friction ou à l'effet de Bernoulli. La perte de pression est proportionnelle au carré de la vitesse d'écoulement. Si on oublie Bernoulli, mais pour le frottement. Donc, si par exemple la vitesse double, mettons en pieds par seconde ou en mètres par seconde dans une conduite, si la vitesse a double, mais la perte de pression va quadrupler. Fait que si vous cliquez ici, vous avez un lien qui vous amène sur un lien Internet des outils de calcul.
On peut y aller ensemble. Le lien va être aussi dans la description pour ceux qui n'ont pas accès aux documents. Puis on tombe sur cette page-là ici, puis on a soit en impérial ou en métrique. Puis on marque le débit de l'air, la longueur de tuyau, le diamètre du tuyau, puis la pression initiale. Puis ça calcule la perte de charge simplement. Donc, vu que la perte de pression est proportionnelle au débit de la vitesse, on peut s'arranger pour réduire la vitesse dans un conduit. Supposons qu'on a ici, on a 10 SCFM, 10 pieds cubes minutes standard à passer dans un tuyau. Fait qu'ici, il y a 10 carreaux bleus représentant chacun un SCFM. Mais s'il faut qu'il en passe 10 à la minute, ça veut dire que dans un petit conduit comme ça, bien, cette particule-là doit se rendre jusqu'au bout en 1 minute, mettons. Fait qu'il faut quand même que ça se déplace rapidement. Si au lieu d'avoir un petit diamètre petit comme ça ici, si mettons c'est le diamètre du tuyau qui était gros comme ça, si on avait un diamètre d'un tuyau qui était pas mal plus gros, bien, pour passer 10 CFM, 10 petits cubes de mer, mais on aurait juste besoin de passer cette quantité-là ici qui correspond à 10. Donc, pour que cette rangée-là se rende au bout du tuyau, ben, on n'a pas beaucoup de déplacement à faire. Donc, la vitesse comme telle va être plus petite plus que le tuyau est gros. Fait, plus que le diamètre est gros, pour un même débit, ben, la vitesse d'écoulement va être plus petite dans un grand diamètre. Donc, on comprend qu'en grossissant le diamètre, le débit, pour un même débit, la vitesse dans la conduite va diminuer. L'autre façon de le faire, ce serait d'augmenter la pression. Si on augmente la pression, bien, la vitesse va réduire. Donc, pour les mêmes 10 CFM que tantôt ici, bien, si on les compresse toutes, voyez-vous, les 10 CFM, on les a comprimés en tout petit ici, il y a quand même 10 unités. Donc, ça va prendre moins de... Ça va, le petit cube ici, au lieu de prendre toute cette distance-là pour parcourir la distance qu'il a besoin de faire pour le débit, il va juste avoir parcouru cette petite partie-là parce qu'il est tout compressé. Donc, si on fait le calcul rapide, mettons un 10 SCFM, donc à 14,7 PSI. Si on utilise la loi P1V1 est égal à P2V2, donc pour tout compresser ça dans 147 PSI, bien, on aurait l'équivalent d'une compression de 1 pour 10. Donc, les 10 CFM-là en SCFM vont se comprimer dans un CFM à 147 PSI. Donc, pour le même débit, le même nombre de molécules qui vont passer à travers une conduite, plus il est compressé, plus que la vitesse d'écoulement va être lente. Donc, ça peut être une bonne pratique de dire, dans une conduite, mettons qu'on a un régulateur de pression qui serait ici, mettons, comme ça. Donc, on a 14,7 PSIA ici. Puis, on a 147 ici. PSIA, puis on a un régulateur de pression comme ça. Donc, le 147 PSIA, il ne se promène pas rapidement. En fait, il se promène juste d'un côté. Là. Mettons que le débit, c'est comme ça. Il passe dans le régulateur qui serait, par exemple, ici, puis il va être détendu ici. Donc, pour l'alimentation jusqu'au point d'utilisation, on peut avoir une pression plus élevée. Puis au point d'utilisation, on peut prendre une pression qui est plus détendue pour éviter justement les pertes de pression tout au long de la conduite d'admission ou la conduite de transport de l'air comprimé. Donc, pour l'illustrer un petit peu différemment, imaginons que vous devez traverser ou parcourir 10 mètres sur l'asphalte à genoux, mettons. Puis il faut qu'au bout des 10 mètres, vous ayez apporté 20 oranges au bout des 10 mètres en 1 minute. Mais si vous prenez les 20 oranges dans vos mains, puis les amenez à un voyage, puis vous allez avoir 1 minute pour faire le voyage de 10 mètres, c'est quand même pas pire. Mais si vous amenez un voyage à la fois, puis là, il faut faire les 20 voyages. Il faut faire 20 voyages en une minute, ce qui va être long, puis vos genoux vont être usés un peu. Donc, vous allez avoir plus de friction, plus d'usure sur vos genoux pour le même résultat à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a l'avantage d'avoir un écoulement qui est comprimé plus pour être capable d'avoir moins de perte de friction. Mais là, encore là, on a vu tantôt que plus que la pression est élevée dans une conduite, plus que ça prend de l'énergie. Donc, il y a un équilibre à obtenir là-dedans. Mais il faut considérer les deux aspects. Mais un point à considérer, par exemple, c'est que si la pression est élevée dans une conduite, s'il y a une fuite ou un petit trou dans la conduite, bien, il va y avoir plus d'air qui va s'échapper, on va perdre plus d'air. Donc, c'est le principe du CV. Je vais mettre en lien le calculateur de CV, un des calculateurs qui se trouve en ligne. Mais par exemple, sur 147 PSIA, si la pression est de 147, on a une perte pour un CV donné, on a par exemple 10 SCFM de perte d'air. Puis si on double la pression pour le même CV, bien, le débit double aussi. Là. Fait que on n'est pas avantageux d'avoir une perte
une grosse pression si notre tuyau il y a des fuites dedans. Puis on a des règles de pouce pour des règles du pouce pour autant le débit que la pression ici dénoncée. On dit que la vitesse dans une conduite, là on parle vraiment de la vitesse d'écoulement du fluide dans la conduite. Ce n'est pas la vitesse en termes de pieds secondes ou mètres par minute, peu importe, mais c'est une longueur par unité de temps. Ce n'est pas le débit, ce n'est pas des SCFM, c'est vraiment la vitesse à laquelle chaque molécule passe à travers le long du conduit. On dit que sa vitesse devrait être de 20 pieds maximum pour éviter d'entraîner des particules d'eau en aval des conduites. Donc, si par exemple, on fait une vue en élévation, on a un petit bonhomme comme ça, puis on a de l'air comprimé qui s'en vient ici, puis là, qui s'en va dans un système de même, par exemple. Mais souvent, ce qui est une bonne pratique de mettre un T ici, là, puis ça va dans l'air comme ça. Fait que ça, c'est une bonne idée de mettre une valve ici pour empêcher, puis on veut que toutes les petites gouttes d'eau qui sont ici, entraînées, bien, qui tombent dans le fond ici. Mais si la vitesse est trop rapide, si la vitesse de l'air ici, elle passe super rapidement, bien, elle va entraîner des gouttelettes un peu partout. Puis ça, on ne veut pas ça. Donc, si la vitesse est plus basse ici, bien, l'air va passer, mais les gouttelettes vont tomber dans le fond, puis ils vont pouvoir se faire drainer. Fait que c'est ce qu'on dit ici. Fait qu'on veut éviter d'entraîner des particules d'eau en aval des conduites verticales de drainage. Fait que ça, c'est l'exemple, ça, c'est la particule, ça, c'est le drain, ça, c'est la conduite de drainage, puis en aval, c'est après. Donc, on veut éviter que les particules passent plus loin ou passe en aval justement de la conduite de drainage. L'autre règle du pouce, on dit, c'est entre la perte de pression entre la sortie du compresseur et le point de décharge. Donc, entre la sortie ici, entre P2 et P5 ici, on veut avoir 10 % de perte de charge maximum. En fait, parce qu'une perte de charge, c'est de l'énergie qu'on a mis dans de la compression qui va être perdue. Fait que ce n'est pas efficace énergétiquement de le faire. Puis le coût d'installation d'une tuyauterie est pratiquement le même, peu importe la grosseur du tuyau. C'est sûr que si on passe du 1,5 pouce à 6 pouces, ça a un impact, là, mais si, mettons, entre du 1 pouce puis du 2 pouces, le temps d'installation, ça ne variera pas vraiment beaucoup. Ça va être le coût du matériel qui va changer un petit peu. Mais à la longue, c'est sûr qu'on est gagnant parce qu'on utilise pas mal moins d'énergie. Puis le tuyau comme tel sert aussi de réserve. Donc, si tu as un petit tuyau, ben, tu as moins de grandes réserves à part que le gros réservoir d'accumulation. Puis l'autre, on a parlé tantôt, ça, c'est pour éviter les demandes artificielles. Donc, si ton opérateur doit servir d'un pistolet, puis que lui, ça ne dérange pas entre 80 et 90 PSI, ben, on est mieux de mettre un régulateur avant son utilisation pour ne pas perdre de l'air comprimé pour rien. Donc, juste mettre des tanks à y être, tant qu'à mettre un système de 100 PSI, on va en mettre un de 150 PSI, c'est pas une bonne idée. Ça va vous coûter plus cher à la longue d'utiliser ça comme ça. Fait que mieux vaut connaître les besoins réels puis adapter le système de compression et de distribution en conséquence. L'autre partie, c'est la qualité de l'air. Il y a d'autres vidéos qui parlent vraiment de l'importance de la qualité de l'air. Mais il faut juste se questionner, en fait, dans cette partie-là, on ne parle pas vraiment du traitement de l'air, mais c'est de la position du traitement de l'air. Fait que si on veut comme il y a un coût au traitement de l'air, fait que si on fait un traitement de l'air général comme il est présenté ici, ben ça veut dire que toute l'air de la distribution va être traité, peu importe l'utilisation. Fait que ça ne sert peut-être pas à grand-chose d'avoir un air super sec avec une filtration incroyable qui bloque même les virus, alors que ça va être dans un point d'utilisation, ça va être juste pour souffler les copeaux qu'on a sur notre manteau, par exemple. Alors peut-être qu'il va y avoir des points d'utilisation qui devraient avoir une filtration moyenne, mais ici avoir des bons filtres à certaines utilisations pour un autre P5 là, qui est une autre utilisation. En passant, les P ici, P1, P2, P3, P4, P5, c'est des appellations standards. Le P1, c'est la pression en amont du compresseur. Le P2, c'est à la sortie du compresseur. Le P3, c'est après la filtration. Puis le P4, c'est à la sortie des réservoirs. Puis P5, c'est au point d'utilisation. Donc, ça se peut, vous voyez sur un plan une sortie d'air qui va être marquée P5, mettons. Bien, vous savez que ça va être un raccord, souvent un raccord rapide, nous, qu'on plug une machine, ou un boyau pour un raccord fixe à utilisation future. Donc, c'est possible d'avoir une certaine filtration, mettons, plus standard ici pour ne pas contaminer le réseau de distribution, puis avoir des filtres spéciaux au point où c'est vraiment critique d'avoir une bonne filtration. Aussi, si le traitement d'air est critique, il faut penser à la notion de redondance pour ne pas qu'un bruit ou une maintenance interrompe la production d'air comprimé. Ça veut dire que si, par exemple, dans votre système d'air comprimé, là, vous avez
vous avez une étape vraiment critique de filtration ou de traitement de l'air, puis vous êtes obligé de l'avoir pour que la production se passe bien, bien, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un système en backup, un numéro 2 si on veut, qui, en temps normal, va toujours avoir une redondance. Ou si vous n'avez pas ça, c'est peut-être une bonne idée de prévoir des valves. En fait, des valves d'isolation, il faut en mettre partout. Là. Mettons qu'on met des valves comme ça ici, puis des valves ici. Fait que si jamais le flot qui passe normalement dans ce système-là ici, comme ça, si le système ne fonctionne plus, on peut juste fermer ces valves-là. Puis après ça, on force le flot à passer par ici le temps que la maintenance de cet équipement-là se fasse. Puis après ça, on peut continuer à rouler ou à produire. Fait que c'est important de prévoir déjà des équipements. Fait que même si vous n'avez pas l'équipement ici parce que ça coûte trop cher, au moins prévoyez les raccords qui peuvent être fermés en temps normal. Puis si besoin est, vous pouvez soit louer un équipement ou faire la maintenance en acheter un deuxième, peu importe. Mais au moins, vous avez l'option d'avoir une redondance ou un backup si jamais il se passe de quoi avec l'équipement principal. Maintenant, pour les types et la quantité de compresseurs, bien, les types de compresseurs, vous les avez vus dans d'autres vidéos, là, mais les compresseurs à vis sont conçus pour le fonctionnement en continu. Donc, c'est idéal quand la demande est constante. Si, mettons, vous avez une usine de peinture puis vous avez tout le temps le même débit, mais c'est quand même assez facile avec un compresseur à vis qui sont efficaces, sont très efficaces, puis qui doivent rouler tout le temps, bien, de bien sélectionner la dimension du compresseur. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des variations dans la demande. Mais si les variations fluctuent légèrement, bien, on peut utiliser des réservoirs pour compenser il faut utiliser des réservoirs, mais si on a une grande réserve, bien, lui, il va compenser pour la demande ou les pointes de demande, en fait. Puis les compresseurs pistons, eux, sont plus conçus pour des fonctionnements intermittents. Ce n'est pas bien un compresseur à piston qui fonctionne 24 heures sur 24, là, alors que les compresseurs à vis, eux, sont faits pour ça. Donc, c'est parfois on peut utiliser un système, exemple un compresseur à vis pour la grosse demande, puis il peut y avoir un petit compresseur à piston qui va venir combler les pointes que la réserve d'air ne peut pas faire à elle seule. Fait qu'avoir une combinaison de compresseurs, c'est peut-être une bonne solution. Puis ce qui n'est pas bien, ce qui est vraiment à éviter, c'est d'avoir juste une seule compression qui assure la production en air comprimé. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que, s'il brise, vous êtes pas mal dans le trouble. Puis il y a de la maintenance à faire sur des compresseurs. Fait que si la maintenance, elle doit se faire, même si elle est prévue, là, si on ne peut pas arrêter la production pour faire la maintenance, ben ça veut dire que la maintenance, ça va se faire les fins de semaine ou les jours fériés, puis ça va coûter cher. S'il faut faire ça pendant le temps de Noël, parce que c'est le seul temps que l'usine ne fonctionne pas, le mécano va coûter cher. Là. Fait que c'est important d'être capable d'avoir de la redondance. Puis aussi, quand on a des pointes, on n'a pas beaucoup de flexibilité. Si on a juste un compresseur qui fonctionne, mais le deuxième, il n'est pas là pour assurer les pointes comme on parlait tantôt. Puis au moins, si jamais vous n'avez pas l'argent ou vous avez des bonnes raisons pour avoir juste un compresseur, bien, au moins, mettez une connexion ici pour être capable de brancher un compresseur que vous pourriez acheter, mettons, ou pas acheter, mais louer. Fait que vous pouvez louer un compresseur et le plugger là. Fait que ça prend la prise pour le brancher rapidement, puis ça prend l'emplacement aussi pour prévoir. Alors, si ça ne marche pas, on peut louer une roulotte avec un compresseur, puis on peut le plugger de cette façon-là. Puis c'est peut-être une façon de s'en sortir, mais ce n'est pas idéal. Puis souvent, le coût de redondance, bien, il va coûter pas mal moins cher de le faire là pendant l'installation primaire ou initiale que de rajouter par la suite ou pour compenser une perte de production. Parce qu'une perte de production, ça peut valoir très cher. Donc, tout dépendamment du sérieux de l'entreprise ou de la fragilité ou l'importance du système d'air comprimé pour la production, bien, c'est important de prévoir la fiabilité du système de compression. Aussi, l'autre point, c'est que, imaginons qu'on a une demande qui varie, exemple, de 100 CFM jusqu'à 1500 CFM. Mettons, la variation, le débit n'est pas constant. Mais si on a juste un compresseur à 1500 CFM, bien lui, il va faire du on and off. Il va partir, il va arrêter, il va partir, arrêter. Selon, si, exemple, ça, c'est le chiffre de jour, par exemple, qui est comme ça, puis le chiffre de soir, il est plus court, bien, le chiffre de soir, le compresseur, il va cycler, ce qui n'est pas nécessairement bon si c'est un compresseur à vis, par exemple. Si vous n'avez deux compresseurs identiques, de 1500 pour justement avoir une redondance, bien, on va avoir le même problème. Même si des fois le compresseur 1 fonctionne ou l'autre fois c'est le deuxième, quand la demande est de 500 CFM, c'est sûr qu'ils vont cycler. Fait que peut-être que l'idéal, c'est d'avoir 3 compresseurs à 750 CFM. Donc, si c'est juste 500 CFM de demande
un seul compresseur avec la, avec la réserve d'air peut vraiment faire la job. Sinon, deux compresseurs peuvent assurer les 1500. Puis, on a quand même une redondance de 750 CFM. Donc, parfois, ça va être le compresseur 1 qui va partir. Des fois, ça va être 1 et 2. Des fois, ça va être 1 et 3. Des fois, ça va être 2 et 3. Puis, c'est important, quand vous avez plusieurs compresseurs comme ça, de faire une logique d'opération pour assurer que ce ne sont pas tout le temps les deux mêmes qui fonctionnent. Idéalement, il faut faire une séquence de production qui fait qu'on se garde tout le temps genre 50 heures de plus d'un compresseur que les autres. Donc, vous savez que lui va arriver à 50 heures d'opération de plus que les deux autres pour tout de suite. Donc, lui, il va avoir une maintenance qui va se faire sur lui, maintenance normale. Fait que pendant la maintenance, le 2 et 3 assurent la production. Puis quand lui est remis à 9, bien là, vous avez le compresseur 2 qui va avoir une 50 heures de plus que le troisième, par exemple, puis ainsi de suite. Fait qu'on peut faire la maintenance échelonnée comme ça. Il ne faut pas dire que, rendu à telle journée, il faut faire la maintenance sur les trois parce que les trois sont dus pour une maintenance. Fait que avoir une redondance, un compresseur de plus comme ça qui diminue la demande, qui peut fonctionner à 2 ou à 3 selon le cas, puis assouplir la maintenance, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Le dernier point à considérer ici, c'est la distribution de l'air comprimé. Pour acheminer l'air comprimé au point P5, ça prend des tuyaux. Donc, c'est important de s'interroger sur le type de matériau qu'on va utiliser. Il faut penser à l'incendie. Donc, ça ne va pas des tuyaux en plastique parce que ce n'est pas bon si les tuyaux sont inflammables. Donc, on n'a même pas le droit, selon les normes incendie, qui s'appellent NFPA, ils ne permettent pas ça. Donc, ça prend des tuyaux qui ne peuvent pas prendre en feu. C'est sûr qu'on peut avoir des boyaux de plastique quand vous êtes rendu dans votre machine, mais pas pour la distribution globale qui se passe souvent au plafond ou dans les caniveaux de plancher. Là. Il faut aussi penser à la corrosion parce que ça dépend de l'environnement. En fait, les points 2 et 3, ils se ressemblent ou ils vont ensemble. C'est que si vous avez des tuyaux qui sont dans une installation ou un environnement qui peut être corrosif, il faut choisir l'acier en conséquence ou le matériau en conséquence. Donc, l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable, c'est des bons choix pour ça. Mais aussi, il faut valider la compatibilité du matériau avec le transport. Ce n'est pas tout le temps de l'air comprimé. Ce n'est pas nécessairement de l'air là, ça peut être un gaz comprimé que vous transportez. Donc, il faut s'assurer de la compatibilité entre le matériau utilisé et le type de fluide comprimé que vous apportez. Il faut aussi penser à la facilité d'installation et de la maintenance. Comme souvent, on a des tuyaux noirs en acier. On voit ça aussi pour la protection incendie. C'est des tuyaux qui sont obligatoirement filetés ou avec des rainures dedans. On voit plus les rainures en protection incendie ou sur des plus gros diamètres, mais c'est des gros tuyaux noirs avec ces filetés. Mais ça se fait, mais c'est pour éviter les fuites, il faut que ça soit vraiment bien fait, que ça soit vraiment coupé sur place. Ou en grande partie, il y a des parties qui se font en usine, mais souvent, c'est fileté sur place. Puis c'est plus compliqué à installer que quand on utilise des tubes avec des raccords à compression, comme vous avez vu avec Swagelok, par exemple. Ou Parker fait la même chose. Donc, il faut penser à ça, la facilité d'installation, puis aussi penser à l'usure du matériau. Si on a un matériau qui peut rouiller ou qui va venir rugueux avec l'utilisation, la rugosité va venir accroître la perte de pression. Donc, le système peut être efficace dans les premières années, puis au bout de 5-6 ans, il va avoir beaucoup de perte de pression justement parce que la paroi va être devenue rugueuse. L'autre partie à considérer, c'est les fuites que le système peut avoir. En fait, c'est sûr qu'une fuite, c'est de l'air comprimé, de l'air qu'on a mis de l'énergie pour le comprimer, la filtrer, la traiter. Puis si on la fait juste la perdre en fuite, c'est des pertes d'énergie, c'est des pertes d'argent, ce qui n'est pas vraiment idéal. Puis aussi, c'est qu'avec une fuite, ça permet l'entrée de l'humidité dans le système. Il y a je parlais dans une autre vidéo que la loi de Fick, la Fick-là, mettons, la loi de Fick, c'est que ça dit que quand tu as une fuite, quand on a une fuite ici, l'air va sortir, mais vu que l'humidité est plus grande à l'extérieur du tuyau qu'à l'intérieur, l'humidité va rentrer. Donc, en rentrant dans le tuyau, c'est sûr qu'on vient contaminer le processus. On a mis de l'air sec ici, mettons, avec un point de rosée de, mettons, je dis moins 10 degrés Celsius, puis après ça, on se ramasse avec un point de rosée de plus 20 degrés Celsius. C'est pas idéal. On a tout fait ça pour rien. Donc, c'est sûr que ça vient amoindrir l'efficacité du système d'assèchement de l'air. Ça affecte le procédé parce que vous avez une air qui est plus contaminée. Puis, ça accentue aussi les risques de corrosion près du point d'entrée parce que là, l'humidité va rentrer ici. Fait qu'ici, là, il va y avoir l'humidité va rentrer pas mal. Donc, ça peut être une source de contamination supplémentaire ou de corrosion supplémentaire plutôt.
L'autre point, c'est la géométrie du branchement. En fait, on veut que les pentes soient dans une direction opposée du compresseur. Donc, ce qu'on a compressé, on veut que ça ne revienne pas, on ne veut pas qu'il y ait de pentes qui reviennent vers le compresseur. Fait que, mettons, en élévation, là, mettons que j'ai un petit bonhomme à côté comme ça, qui dit que c'est en élévation, puis on veut que la pente soit comme ça. On ne veut pas qu'on ait une pente de tuyauterie comme ça. Ça, on ne veut pas ça parce qu'on ne veut pas que l'eau vienne dans le compresseur. Puis, en fait, tout ce qu'on veut, c'est que on veut que l'eau ou l'air tombe dans un système de traitement et que ça ne revienne pas. Fait qu'un coup que ça a été produit, on ne veut pas qu'il y ait de retour. On ne veut pas ça parce qu'on ne veut pas. Un coup que ça a été fait, on ne veut plus la retraiter 2 fois ou on ne veut pas faire des bouchons d'eau, par exemple. Donc, on veut que les pentes soient s'éloignent du compresseur. Puis, quand on a des drip legs ou des embranchements de drainage, ben ça en prend dans les points bas. Fait qu'on peut tout le temps avoir des points comme ça. Puis si la vitesse d'entraînement n'est pas grande, ben l'air ne passe pas ici. Si c'est en bas de 20 pieds par seconde, puis l'eau va tomber ici, puis on va être capable de le purger soit manuellement ou automatiquement. L'autre façon aussi, ben pas l'autre façon, mais l'autre point à considérer, c'est les jonctions. Fait que si par exemple on a de l'air qui arrive comme ça puis comme ça, ben l'air qui arrive par ici va venir faire de la turbulence ici, alors que si on est capable de mettre un 45 degrés, ben ça dirige l'air déjà vers le flot qu'on souhaite avoir. Donc, il va y avoir moins de perte de pression comme ça. Quand on a des entrées d'air, par exemple, on a de l'air qui s'en vient comme ça dans le tuyau, mais c'est mieux de le connecter par en haut comme ça, qu'on fasse ce tour comme ça, pour être sûr que les tuyaux ici les tuyaux comme ça ici ne se fassent pas contaminer. Si, mettons, on avait une connexion juste en T comme ça, bien, l'air qui s'en vient comme ça pourrait contaminer puis envoyer de l'eau comme ça ici. Alors que si on passe par en haut puis on se connecte comme ça par en haut, ben, on n'aurait pas d'entraînement d'eau qui va tomber, qui vont faire l'effet de drip leg, en fait. Fait que quand ce n'est pas un branchement de drainage, ben, il faut se connecter par en haut comme ça. Fait que on veut que ça fasse ça comme ça. Ou la même chose, quand on veut partir d'un système d'air d'un tube principal, puis qu'on veut descendre comme ça, c'est une bonne idée de passer par en haut pour les mêmes raisons. Donc, on parlait ici que c'était mieux d'avoir des 90 degrés. Donc, pour les compresseurs, c'est évidemment le même système. Puis, on peut avoir ça, c'est moins recommandé parce que ça vient faire de la turbulence. Donc, idéalement, c'est celui-là. C'est pas celui-là ici, c'est pas à conseiller. Mais par contre, dans la tuyauterie, parfois, on n'a pas le choix de le faire en T comme ça parce qu'on ne sait pas d'où l'air va venir. Puis ça nous amène au prochain point, qui est le type de réseau. Le réseau, on l'appelle maillé ou ramifié. Maillé, c'est comme c'est ici, c'est que si, mettons, on a un point de distribution ici, je vais le mettre en bleu pour ne pas dire que c'est méchant. Mettons qu'on a un point de distribution ici qu'on l'appelle P5, par exemple. Bien, quand l'utilisateur va prendre cet air-là, c'est sûr que ça va venir des compresseurs du réservoir, puis l'air va s'en venir comme ça ici, mais elle va venir aussi d'une partie comme ça ici. Elle va venir comme ça aussi. C'est sûr que si l'air, elle arrive idéalement, elle arrive pas idéalement, mais elle arrive près du système de la branche, principalement, ça va être l'air va passer directement par ici. Mais si le point d'utilisation est ici, par exemple, bien là, il va y avoir beaucoup d'air. Il va y avoir autant d'air qui va passer ce côté ici que d'air qui va passer ce côté ici. Puis, ce qu'on peut faire parfois aussi, c'est de rajouter des canalisations aussi comme ça ici. Fait que là, l'air peut passer par plusieurs places. Donc, ce que ça fait, c'est que le point de distribution, il ne recevra pas de l'air juste d'une place, il va recevoir de plusieurs places. Donc, le débit va être moins rapide, ou pas le débit, mais la vitesse va être moins rapide dans les conduites, donc moins de perte de charge. Fait que c'est une bonne façon d'utiliser ça en système maillé. En système ramifié, ben, c'est l'inverse. Fait que si on a une demande en air ici, bien évidemment que l'air n'a pas le choix de passer par ici puis se taper tout ce chemin-là. Alors que si on ramifierait le système actuel en mettant des conduites comme ça, bien l'air, elle pourrait passer autant par là que par là. Puis l'air qui s'en vient ici va passer par là, mais par toutes ces conduites-là aussi. Fait que c'est une façon d'éviter des pertes de charge. C'est sûr que ça fait plus de raccordement, mais les pertes de charge sont moins grandes. Puis en fait, c'est que tous les embranchements servent aussi de réserve d'air. C'est parce qu'ils ont un certain volume. Les tuyaux ont un certain volume, donc ça sert de réserve d'air en même temps. C'est souvent ça qu'on utilise en protection incendie, par exemple. On a un grillage
mailler souvent ou ramifier quand on n'a pas le choix, mais c'est une façon pour avoir une densité d'eau, une plus grande densité d'eau, d'y aller avec un système maillé, en fait. Puis c'est sûr que quand on fait ça, un système maillé, c'est le fun d'avoir des valves de maintenance qu'on peut mettre. Donc, si on a une maintenance à faire sur une section de réseau, bien, c'est facile de, exemple, bloquer tout ça ici, puis assurer quand même la distribution d'air en passant par les autres options de chemin. Ensuite, il y a le choix des diamètres de tuyaux et d'équipements. Il ne faut absolument pas, ce qui est vraiment pas bon de faire, c'est de choisir la grosseur des tuyaux selon la grosseur de l'équipement. Si par exemple, on dit, moi, mon compresseur, il y a une sortie de 1 pouce, bien, ma distribution va être faite à 1 pouce. Non, c'est tellement pas vrai. Il faut vraiment faire des calculs de perte de charge. Fait que si, mettons, on a le compresseur ici, puis on a un petit tuyau ici qui sort, mais on peut mettre un gros tuyau pour s'accorder là pour avoir moins de perte de charge ici. Puis ça se peut que plus tard, on ait une réduction à faire pour mettre une valve de contrôle, qu'on a une meilleure précision dessus, puis qu'on a un assécheur avec une plus grosse valve pour accommoder les spécifications du sécheur, par exemple. Donc, la grosseur du tuyau là, ou des raccordements, autant des valves que des autres raccords, il ne faut pas que ça soit influencé par la grosseur de tuyau ou d'une sortie en particulier. C'est qu'il faut choisir les équipements, calculer les pertes de charge, il faut calculer les performances des équipements, puis des valves, puis on fait tout simplement des raccords avec des réduits ou pour augmenter les connexions pour que tout se connecte ensemble, mais ce n'est pas ça qui va venir définir la grosseur d'un équipement, mais absolument pas. Le dernier point, c'est les réservoirs. Les réservoirs, ce n'est pas nécessairement juste la tank qui est près du compresseur, mais ça peut être aussi les conduites aussi qui font partie de la réserve d'air. Puis la réserve d'air, bien, elle est là pour absorber les fluctuations de demande sans que le compresseur soit directement affecté. Donc, si on a une demande ponctuelle d'un grand débit d'air, bien, la réserve va être là pour ça. S'il y a des postes de travail qui demandent des demandes qui commandent des demandes subites d'air, mais parfois, c'est une bonne idée de mettre un réservoir tout près de cette station-là. Si, par exemple, on a un tuyauté qui est comme ça, puis on a P5 qui demande des grandes consommations d'air, bien, on peut lui mettre à lui son petit réservoir dédié qu'on connecte P5 dessus. Donc, la grande demande va être principalement fournie par le réservoir, puis le réservoir va se faire remplir tranquillement par le reste du réseau. On peut même mettre un limitateur des débits pour être certain que la demande de lui ne vient pas tout abaisser ou perturber la demande des autres postes P5 qui sont situés ailleurs, par exemple. P5. Je vais l'écrire mieux que ça. P5. Donc, vous avez la flexibilité de penser intelligemment puis de faire le design selon les demandes de la distribution ou des points d'utilisation. Donc, pour faire une petite récapitulation, dans la distribution d'air comprimé dans un système, en fait, il faut tenir compte du débit de la pression, de la qualité de l'air, puis du type de compresseur, puis de la distribution de l'air comprimé. Ça a l'air simple, mais il faut vraiment penser beaucoup pour sauver de l'énergie, pour avoir une bonne qualité d'air comprimé avec une stabilité pour que l'air comprimé arrive de façon fiable et soutenue dans les points d'utilisation requis. Bien, j'espère que c'est clair.